Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un peuple énigmatique, celui que vous connaissez sans doute ou avez déjà entendu parler du nom, je parle bien sûr des Étrusques, qui avec leur architecture funéraire donnent un fascinant aperçu de la première grande culture née en Italie, avant la domination totale des Romains. Et les Étrusques tombent dans l'oubli. Leur écriture demeure un mystère. Pourtant, cette civilisation fascine autant qu'elle questionne. Vous voulez en savoir plus sur les Étrusques? Venez avec moi. Les Grecs, déjà, n'étaient pas d'accord. D'après Hérodote, ils seraient venus d'Asie mineure, mais Denis d'Halicarnasse les considérait comme les premiers habitants de l'Italie. Déjà, comment se faire une idée des Étrusques si même les auteurs antiques ne savent pas d'où ils viennent et sont en contradiction? Une théorie du XVIIIe siècle prétend qu'ils auraient franchi les Alpes. Toutefois, les sites d'implantation ne témoignent d'aucun bouleversement subi. Les Étrusques sont probablement issus de la civilisation italienne de Villanova. Au 8e siècle, lorsque les Grecs abordent sur la côte ouest du centre de l'Italie, ils y trouvent un peuple qui apparut rapidement comme leur principal rival commercial dans l'ouest de la Méditerranée. Dans leur langue, ces habitants se nommaient Racena, et ce furent les Romains qui les baptisent Tucci ou Etrucci. Les Grecs, eux, appellent ces concurrents Turcenoi, les considérant tout d'abord comme des pirates, mais ils nouent bientôt d'importantes relations commerciales avec eux, car les Étrusques disposent de matières premières les plus convoitées de l'époque, ce qui fait rapidement changer d'avis les Grecs simplement par l'appât du gain. Entre Volterra et Populonia, les monts métallifères recelaient de grandes quantités de cuivre, d'argent et de fer. Et les montagnes de tuf situées plus au sud, entre Tarquinia et Seveteri, regorgent d'étain, de plomb, de cuivre et de fer. Grâce à ces gisements de minerais et des sols très fertiles, les Étrusques purent s'imposer dès le 7e siècle avant Jésus-Christ aux côtés des Grecs et des Phéniciens, comme l'une des principales puissances politiques et culturelles de l'époque. Jouissant d'un climat favorable, l'Étrurie, qui comprenait la Toscane actuelle ainsi qu'une partie de l'Ombrérie et du Latium, cultivait le blé, l'huile, la vigne et les noisetiers, tandis que les forêts fournissaient en abondance le bois nécessaire pour transformer le minerai et construire des navires, ce qui est très pratique pour le commerce. C'est ainsi qu'au 8e siècle, les premiers villages pré-étrusques de culture villanovienne se développent en véritables centres urbains. Veio, Serventeri, Tarquinia, Vulci au sud, Roselle, Vetulonia, Pompulonia et Chiuzzi plus au nord. Au fil du temps, les Étrusques dotent leur ville de remparts, mais aussi d'un système de canalisation, d'un forum pavé, d'un stade et d'un temple généralement dédié au dieu Tinia. Ça vous rappelle pas quelque chose? Bien sûr, ça rappelle la Rome antique. Avec l'émergence des villes, la société qui était jusqu'alors égalitaire voit apparaître des différences sociales de plus en plus marquées. Ceux qui obtiennent la propriété des terres et des mines forment une aristocratie qui accapare bientôt le pouvoir politique et religieux. Il fallait s'en douter. Artisans, commerçants et marins forment la classe moyenne, tandis que paysans, mineurs et esclaves constituent la couche la plus basse de la société étrusque. Cette évolution est remarquablement illustrée par la culture funéraire étrusque, à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Quand ils en avaient les moyens, les Étrusques enterraient leurs morts dans des nécropoles richement aménagées. Après celles d'Égypte, les tombes étrusques sont les plus imposantes et les plus somptueusement décorées de l'Antiquité. Dans le sud de l'Étrurie, les morts reposaient dans des tombeaux artistiquement creusés dans le tuf,
tandis que plus au nord on ensevelissait les urnes dans des monumentales chambres funéraires, afin de reproduire l'environnement quotidien des personnes décédées. Les Étrusques donnaient aux tombeaux la forme de maisons. Ainsi, l'évolution de l'architecture funéraire est calquée sur celle de l'habitat. 7e siècle avant Jésus-Christ est la période des habitations rectangulaires. Un siècle plus tard apparaît la maison à 3 pièces, puis du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ, une forme primitive de la maison à atrium. Ça permet aux archéologues et aux historiens de dater avec plus de précision l'année où est mort la personne et surtout le siècle où elle a vécu. Pour que les morts ne manquent de rien dans l'au-delà, les tombeaux étaient dotés de portes, de fenêtres, d'un mobilier grandeur nature sculpté dans la pierre, de murs peints, de fresques artistiques, ainsi que d'objets correspondant au statut de chacun. Ainsi, une riche étrusque de Servanteri disposait-elle après sa mort d'un service de vaisselle complet et de bijoux comprenant de nombreuses pièces en métal, repousées et granulées, de techniques parfaitement maîtrisées par les Étrusques. L'architecture funéraire, en particulier les fresques qui recouvrent les murs des sépultures, témoigne d'un statut de la femme égal à celui de l'homme. C'est là une particularité de la société étrusque qui suscite l'étonnement des Grecs, mais souvent aussi l'incompréhension, voire le rejet. Les femmes étrusques n'étaient pas cantonnées à la sphère domestique. Elles disposaient de richesses, étaient souvent très cultivées et prenaient part à la vie publique. Ce qui choquait le plus les Grecs, c'est de la voir accompagner leur mari aux fêtes, danser, boire et participer aux festins. Toutefois, cette différence culturelle n'empêche pas les Grecs de nouer des contacts privilégiés avec les Étrusques et même de s'établir comme artisans ou comme commerçants dans leur cité. De caractère ouvert, la société étrusque intégrait en général assez vite les Grecs et mettait à profit leurs compétences particulières. Ainsi, ils apprennent des céramistes grecs les techniques de la poterie, surtout, et développement leur propre écriture sur le modèle de l'alphabet grec. Les produits de luxe venant de Méditerranée orientale étaient très prisés, surtout l'or et l'ivoire. À l'inverse, les céramiques étrusques et le bronze forgé ou moulé, puis gravé étaient très recherchés dans tout le bassin méditerranéen et jusqu'au nord des Alpes. Les auteurs grecs ont raconté le luxe dans lequel vivait la haute société étrusque et qu'on retrouve sur les fresques des sépultures. Hommes et femmes aimaient se parer de vêtements raffinés, de bijoux précieux. Dans leur maison, ils s'entouraient d'un riche décor et offraient de grandes fêtes à leurs amis et partenaires commerciaux. Ces soirées étaient animées par toutes sortes d'acrobates, de musiciens. Les esclaves servaient le vin dans des gobelets en or. Ça nous rappelle les fêtes à Rome. Quant aux loisirs, ils étaient souvent consacrés aux compétitions sportives. Encore une fois, ça nous rappelle les Romains. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'art étrusque s'émancipe de l'influence grecque encore prédominante. Bientôt les Étrusques connurent également leur apogée politique. Ils étendent leur domination sur la Campanie ainsi que sur la plaine du Pô, contrôlant désormais la quasi-totalité de la péninsule italienne. Vers l'an 600 fut créée, pour des raisons essentiellement religieuses, la Confédération des 12 cités. Une fois par an, les rois de ces cités se réunissent dans le grand sanctuaire de Fanum Voltunae, près d'Orvieto, pour discuter des affaires politiques et religieuses. Toutefois, ce rapprochement ne permet pas de former une nation unie et à part entière. Les différentes cités s'allient avec les Phéniciens pour empêcher les Grecs de s'installer en Corse en 540 avant Jésus-Christ. En revanche, les Étrusques furent incapables de coordonner une action politique ou militaire efficace lorsqu'en 510 avant Jésus-Christ, les Romains renversent le souverain étrusque qui régnait à Rome et quand, en 474 avant Jésus-Christ, les Grecs anéantissent la flotte étrusque au large de la Campanie, mettant ainsi fin à la domination étrusque sur la Méditerranée orientale. À la jonction des 4e et 5e siècles avant Jésus-Christ, l'Étrurie connut un ultime et bref apogée.
Les tombeaux se remplirent à nouveau d'objets luxueux, mais l'atmosphère des fresques change du tout au tout. Alors qu'autrefois les murs s'ornaient de joyeux festins aux couleurs vives, promettant une vie paisible dans l'au-delà, ils représentaient désormais des motifs sombres et graves. Des monstres, des démons effrayants accompagnent les morts dans les ténèbres où les attendait Aïtia, le dieu étrusque de la mort, couvert d'une peau de loup. Lorsqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Celtes franchissent les Alpes et déferlent sur la plaine du Pô, ils désorganisent les relations commerciales et privent les Étrusques d'importants revenus. Le déclin économique ne se fait pas attendre, provoquant de graves tensions dans la société. Dans ces circonstances, les Romains n'ont aucun mal à prendre le pas sur leur ancien modèle. Depuis longtemps, ils envoyaient leurs enfants étudier dans les cités étrusques où ils apprennent l'écriture, le calcul et les bases de l'architecture. Ainsi, le système d'égout romain s'inspire du modèle étrusque. De même, la toge était à l'origine le vêtement traditionnel des hommes étrusques. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Romains imposent une domination commerciale qui s'étend peu à peu jusqu'en 250 avant Jésus-Christ sur toutes les cités étrusques. Les Étrusques conservent leur indépendance jusqu'en 89 avant Jésus-Christ. Puis ils furent intégrés à la République romaine et acquirent le statut de citoyens romains. Comme on l'a vu, Grecs, Phéniciens, Romains, au fil de l'histoire, les côtes de la Méditerranée ont abrité bien des civilisations glorieuses, mais certaines demeurent plus méconnues que d'autres. C'est le cas des Étrusques, civilisation antique du centre de la péninsule italienne qui a perduré jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.